encore les impacts de balles qui sont sur la façade. Ça, c'est quoi ça? Les impacts de balles. Des marques, visibles 10 ans après, vestiges de la fusillade mortelle qui a eu lieu dans ce quartier de Saint-Jean-du-Var le 23 novembre 2015. Une décennie plus tard, Rémi, affecté en police secours à l'époque, et Fabio, douanier en opération lors du drame, reviennent sur les lieux. Un retour aux sources pour ces deux agents grièvement blessés lors de l'opération, qui ont vu l'un des leurs tomber ce lundi matin. Devant le 23 rue Alfred Musset à Toulon, les scènes reviennent instantanément, une plongée dans des souvenirs difficiles pour les deux hommes. Ah putain, ouais, c'est là. En fait, on était garés là, tu vois. Ouais. Alors, il y a ce petit truc avec Pascal, parce que Pascal, c'était un grand costaud, et on est dans la cuve tous les deux. Et l'anecdote, c'est qu'à chaque fois je repense à ça, c'est que je lui dis, mais tu vas pas... laisse-moi passer le premier. Je dis, toi, t'es gros, t'es grand, je le chambre un peu, tu vois, tu vas pas pouvoir passer à la porte, tout ça, il va falloir sortir, tout ça, rapidement. Il dit, non, t'inquiète. Et je lui demande à 2 ou 3 reprises, non, mais laisse-moi passer, peut-être qu'on ira plus vite, je t'ouvre la porte, tout ça. Ouais. Non, t'inquiète, c'est bon. Et en fait, il sort le premier, c'est lui qui s'engouffre dans le couloir en premier, moi, je suis derrière, sauf que lui, il est un petit peu plus loin dans le couloir. Et moi, je suis à 1 mètre à l'intérieur, et là, le gars alcoolique nous voit arriver, il commence à rentrer chez lui, puis il se retourne, donc on se présente, service des douanes, il se retourne, il lâche le colis, et là il tire. Moi je reste là dans l'encadrement de la porte, je suis à peu près 50 cm dedans. Ouais. Pascal il est à peu près à 1,50 m dedans, il y a un mur là. Ouais. Donc lui il est contre le mur comme ça, moi je suis là devant, je prends la première bastos, je me rappelle, je le vois sortir le flingue, j'ai à peine le temps moi de mettre la main à l'étui, et je prends la première, je la prends et je suis KO par terre, là, je me retrouve par ici, là. T'es éjecté, en fait, c'est ça? C'est ça, le truc? Ah ouais, c'est ça, je suis complètement éjecté. Et c'est les collègues qui me disent, parce qu'il y avait 2 collègues là, je crois, et 2 collègues là, planqués sur les côtés. Ils m'ont dit, t'as fait un saut, mais... une espèce de bond, quoi. À la Matrix, ouais. Ça les a scotchés. Ils m'ont dit, t'es monté à quasi à 1 mètre du sol, t'es retombé là, par terre, sur la route, quoi. Ce jour-là, Pascal Robinson est tué par balle lors de l'opération de douane. Les fonctionnaires étaient présents pour livrer un colis contenant des pièces de fusil d'assaut. Pascal est abattu, touché une dizaine de fois. Fabio, lui, est grièvement blessé. Un souvenir douloureux pour ce dernier, qui travaillait depuis 7 ans avec la victime. Donc on se voyait tous les jours, on partait sur les interventions ensemble. Et puis on avait une espèce d'affinité en matière opérationnelle, parce que lui, il était moniteur sécu en plus. Il maîtrisait l'armement de manière très professionnelle. Il était très à cheval sur ces procédures-là. C'était un référent en la matière. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui a ce profil-là chez nous puisse se faire surprendre de cette manière-là. Voilà. On peut difficilement le croire et l'imaginer. Pourtant, malheureusement, c'est arrivé. C'est quelques minutes après les tirs que le chemin de Rémi et Fabio se croise pour la première fois. Les deux hommes échangent un regard, quelques mots. Ils savent qu'il faut agir vite. Nicolas Philippe est armé d'un fusil d'assaut et déambule désormais dans le quartier, ouvrant le feu à plusieurs reprises. Dès qu'il nous voit, dès qu'il voit la tenue, il tire de suite et tu sens l'odeur de la poudre. Ouais. Pourtant on est loin, hein. Tu sens l'odeur de la poudre et tu entends le sifflement des balles. Ah oui. Et ça c'est très caractéristique. Franchement c'est dur. Autant au stand de tir on sent la poudre, mais là et puis t'entends siffler les balles. Enfin je veux dire, quand toi tu tires, la balle elle part dans l'autre sens, mais là elle vient vers toi. Oui. Donc tu les entends les balles siffler. Et je peux te dire que si elle siffle, c'est qu'elle passe pas très loin de toi. Une poursuite dans un contexte très particulier. Quelques jours auparavant, la France est touchée par une vague d'attentats terroristes. Moi, dans ma tête, je me dis tout de suite, on fait un remake du Bataclan. Hein. Habillé en treillis, avec une arme longue. Ça avait traumatisé la France là pendant 10... On y était encore, hein, 10 jours après. On était en plein dedans. Et les passants, on n'était pas un danger pour lui. Nous, on était là pour... on aurait pu tirer en légitime défense, mais il aurait fallu le voir. Il était caché derrière des voitures, c'était hyper compliqué. Puis on n'allait pas tirer à l'aveuglette, il y avait encore des gens dans la rue. Bien sûr. Et on est juste à côté du lycée Parc Saint-Jean, là, qui est au bout, là. Donc il était 11h, et puis le parc, ensuite, on s'est aperçu que le parc était rempli de femmes enceintes, d'âmes âgées, d'enfants. D'enfants. Et oui, quand on est arrivé au parc, il y a des gens apeurés qui sont venus voir. Il y a quelqu'un qui est entré avec un fusil d'assaut, et elle pleurait même en partant. Il faut qu'on parte, on parte.
Une progression quasi militaire de Nicolas Philippe jusqu'au parc du Pré-Sandin où il s'engage suivi de près par Rémi et l'un de ses collègues. On est arme au poing et on va en face. J'arrive ici et dès que je suis là, et là j'entends le premier coup de feu. Ouais, Je vais là, je traverse le pont. En sortant du pont, je me prends la balle dans le bras. Et arrivant à l'arbre, il y a un troisième coup de feu que je me prends dans l'épaule, qui ne m'a pas blessé, mais je suis réfugié derrière l'arbre et je ne bouge plus derrière l'arbre. Rémi est blessé, touché par une balle de fusil d'assaut qui passe à quelques mètres du cœur du policier. Fabio, lui, est également grièvement atteint et pris en charge par les secours. C'est justement là qu'il apprendra le décès de Pascal Robinson. Et moi, les pompiers, alors ils me mettent aussi le masque, mais je crois que ça m'a, de mémoire, ça m'a pas embarrassé, ça m'a bien aidé. Ah non, moi Parce que j'étais dans une situation de détresse, d'angoisse, de douleur, que ça m'a permis un petit peu de prendre l'air un peu, c'est le cas de le dire. Mais ce qui me marque, moi, au moment où on me met là, le masque, il y a la collègue de la police qui est là, les collègues policiers rentrent dans le 23, et là ils annoncent pour le collègue douanier, c'est Delta, Charlie Delta. Ouais. Et tu l'entends ça? Décédé. Et là je l'entends. Ouais, tu l'entends. Ouais. Une onde de choc pour le douanier, mais aussi pour le policier blessé. Jeune papa, il sait qu'il vient de frôler la mort. Ma fille avait 2 mois à l'époque. Je venais d'être papa, j'étais jeune papa. Et tout de suite j'ai pensé à elle, bien évidemment, parce que grandir sans son père, je pense que c'est ce qui est difficile. Donc, Un drame toujours vif dans la mémoire des 2 agents, mais également dans celle du chef de la police judiciaire de l'époque, qui n'a jamais oublié ce dossier qui a marqué sa carrière. Ce qui était assez difficile en fait à appréhender, c'était de la compréhension de ce qui se passait. Parce qu'effectivement, on nous disait que c'était un douanier, très rapidement. Or, évidemment, c'est un service, on l'a compris après, qui travaille dans la discrétion, dans le secret, donc on n'était pas du tout associés. Pour nous, il n'y avait pas d'opération qui devait se dérouler dans ce quartier-là. Et ce qu'on ne savait pas, et c'est souvent ça qui est compliqué quand c'est une situation qui est non figée, comme c'était le cas, savoir s'il y avait d'autres auteurs, savoir sur quoi on intervenait. On s'aperçoit effectivement très rapidement, en discutant avec la douane, que l'auteur, en tout cas, avait été ciblé par ce service spécialisé pour du trafic d'armes. Trafic d'armes, ça va aussi des fois avec trafic d'explosifs. Et donc, en fait, les constatations ont été combinées aussi à du déminage et à une inspection, effectivement, si on n'avait pas de produits explosifs. On est proche d'une période où il y a des attentats, effectivement. Donc, évidemment, on a ça à l'esprit. Nicolas Philippe est interpellé quelques minutes après avoir touché par balle le policier. Une personnalité difficile à cerner. Une personnalité plutôt réservée à se renfermer sur lui-même. Lui n'a pas livré grand-chose pendant la garde à vue. Voilà. Personne qui s'est un peu plutôt fermée. Voilà. Donc c'était à l'enquête de savoir qui était ce monsieur, pourquoi il a agi comme ça et est-ce qu'il y avait d'autres complices. C'est l'enquête qui a permis on va dire, d'ouvrir cette personnalité à travers l'exploitation de données numériques, son ordinateur, le téléphone, son environnement, son passé. Et je dirais que ça ne s'est jamais arrêté, puisque même pendant le procès encore, on a fait connaissance avec cette personne-là au profil singulier. Un procès très attendu pour les 28 parties civiles, 10 jours d'audience, qui démontrent sans le moindre doute la volonté de tuer de Nicolas Philippe. Ils sont visés personnellement, puisqu'il ressort des investigations que les passants n'ont jamais été la cible de M. Philippe. Les policiers étaient la cible de M. Philippe, qui avait une volonté de les tuer. Je dis ça très clairement parce qu'il n'y avait pas de doute. C'est pour ça qu'ils ont tous été reconnus victimes de tentatives de meurtre à personne dépositaire de l'autorité publique, puisque visiblement c'est leur qualité qui motivait le passage à l'acte. Et tous ont été pris pour cible. Et la balistique a permis de démontrer qu'à chaque endroit dans lequel se trouvait un policier, il y avait des tirs à proximité, à hauteur d'homme, des tirs à hauteur d'homme. Pour autant, si l'enquête permet de mieux comprendre, toutes les réponses n'ont jamais été apportées.
Très souvent, quand on accompagne des victimes, on n'a pas nous-mêmes les réponses et elles ont besoin de les entendre de la part de l'auteur. Alors c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, je pense que dans notre cas, on est tous sortis de cette audience un petit peu frustrés parce qu'on n'a pas compris qui était l'auteur. On n'a pas eu les réponses à toutes nos questions. On n'a pas réussi à comprendre ce qui le motivait réellement. On n'a pas compris pourquoi on était des cibles, pourquoi on est devenus des victimes de ce monsieur. Parce qu'il avait un profil assez banal sur le papier. Et ses explications à l'audience ne nous ont pas forcément éclairés. Et ça, c'est difficile pour les victimes. Difficile également pour la douane. En poste à la zone sud à l'époque, le chef actuel de la Direction nationale du renseignement des enquêtes douanières de Marseille n'oubliera jamais ce drame. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait et de où il était quand on a appris le décès de Pascal. Ce drame, c'est une cicatrice dans le service. C'est une blessure qui est encore ouverte. Le mois de novembre, ça reste une période difficile. Et en même temps, Pascal est une boussole dans notre action au quotidien. Parce que Pascal était une personnalité forte, engagée. Et le service a à cœur de rendre hommage au quotidien à cet engagement. Un drame pour les victimes et leurs proches qui ont vu une page se tourner le 14 octobre 2020 avec la condamnation de Nicolas Philippe à 30 ans de réclusion criminelle aux assises de Draguignan. Avancé, oui, mais sans pour autant oublier. Ça reste ancré à vie. C'est quelque chose qu'on a dans la tête éternellement. Enfin, en tout cas, pour moi, pour les collègues aussi proches de Pascal, les connaissant bien forcément, et pour sa famille également, je crois que c'est... Est-ce que c'est la fin de quelque chose? Je pense pas. Est-ce que c'est une étape qui fait que on arrive à tourner une page, mais on referme pas le livre? C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on espère que le verdict, que la sanction judiciaire soit la plus lourde possible, évidemment, parce qu'on se dit que c'est un minimum. C'est un minimum. Mais la fin d'une histoire, non. Non, je pense que ces histoires-là, il n'y a jamais de fin. Je crois qu'on vit avec. Comment dirais-je, on essaie de dompter un petit peu tous ces mots-là, MAUX. On vit avec, on le gère du mieux possible. C'est une étape, le procès est une étape. Ça ne marque pas la fin d'un cycle, quoi. De tout ce que ça a détruit, de tout ce que ça a créé dans les familles, et notamment dans la famille de Pascal. Pour eux, la condamnation, certes, c'est peut-être, entre guillemets, un soulagement, et encore, peut-être que le mot n'est même pas adapté, mais la fin d'une histoire, non, je crois pas. Une histoire qui ne se terminera donc jamais pour les victimes, mais qui a permis de créer des liens à tout jamais entre les forces de l'ordre. Vraiment, on a senti beaucoup d'émotions. Et en fait, je pense que comme on a été touchés tous les deux de notre chair, ça nous a rapprochés. Déjà qu'en fait, les forces de l'ordre, que ce soit policiers, gendarmes, douaniers, on fait exactement le même travail. Donc en fait, on était vraiment soudés, et on l'est encore plus maintenant. Et ça me fait énormément plaisir de le voir. Mais c'est vrai que pour le procès, c'était émouvant. J'y pense souvent, et je me dis vraiment, je connaissais pas Pascal non plus, donc c'est vrai que ça m'a permis un peu de le découvrir. Et ça prouve qu'on est une grande famille. Voilà. Une grande famille qui continue de travailler main dans la main dans le département. Au mois de juillet, le service de Pascal Robinson et la police nationale toulonnaise réalisaient une nouvelle saisie d'une centaine de kilos de cocaïne dans le Var. On fait une affaire vraiment ensemble, il n'y a pas de différence police et douane. Et on a fêté cette très belle affaire, puisqu'on a mis fin à un gros vecteur d'approvisionnement de stupéfiants sur le Var, grâce à eux, grâce au travail de la police. Et donc on a pu avoir un moment de convivialité, se rappeler 2015, évidemment, fêter cette très belle affaire. Et je trouvais ça, pour moi, très positif. Et elle est à l'image de notre métier, où on a des moments difficiles,
des moments qui sont plus heureux, des succès. Et des fois, on est blessé dans notre chair, en fait, d'agents qui travaillent pour l'État, qu'on soit douanier ou policier. Et c'était bien aussi de pouvoir se retrouver sur une affaire très, très positive et qu'on a fait ensemble. Un lien interservice fort qui, 10 ans après, est toujours bien présent. On a, je sais pas, peut-être cette complicité, ce drame qui nous unit de manière très pudique, mais ils ont été à nos côtés, ils ont répondu présent. Ils ont aussi été touchés par ce drame, intimement. Un policier a été touché par une balle, d'autres ont été visés par ce meurtrier. Et donc, on a ce passé commun que l'on partage, et aussi on arrive à relever ensemble des missions pour lutter, pour accomplir nos métiers et unir nos forces. Un drame qui a tout de même fait évoluer les processus d'intervention. Du côté de la DNRED, le décès tragique de Pascal a entraîné des changements majeurs. On a adapté, repensé nos schémas tactiques. On a réfléchi à la spécialisation de certaines fonctions. Ce drame, au-delà de l'engagement que représente et que représentait Pascal, ce drame nous oblige également à ne pas baisser la garde. Toute opération peut avoir un potentiel de dangerosité. Et ce constat, il est encore plus évident aujourd'hui face à une délinquance violente, opportuniste. Et donc, ce drame nous oblige à ne jamais baisser la garde. Il n'y a aucune opération qui n'a pas de risque. Un rappel de la réalité du métier pour ces agents qui ont été touchés dans leur chair et des promesses à leurs proches. Alors moi, mon pare-balles, j'ai fait une promesse à ma mère, c'est de toujours l'avoir. Et je l'ai toujours, ça fait 20 ans que j'ai mon pare-balles, et qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il vente, qu'il fasse mauvais temps, beau temps, j'ai toujours mon gilet pare-balles, j'ai promis. Donc ça change. Oui, on fait plus attention, bien évidemment, mais bon, toutes les interventions sont différentes. Donc, 10 ans après, Fabio est toujours à la DNRED. Depuis la mort de son chef de groupe, Pascal Robinson, il rebâtit son équipe. 3 ou 4 semaines après le drame, mon patron de l'époque vient me voir pour me dire il me faut quelqu'un pour repartir, pour se remettre en selle, pour redémarrer une histoire, pour reprendre l'équipe et repartir de l'avant. La reconstruction de cette équipe a aidé à me reconstruire moi. C'est-à-dire que pendant que j'étais préoccupé à reconstruire une équipe pour aller de l'avant et à faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus, qu'on le gère différemment, m'a aidé moi à me reconstruire aussi avec le temps. Ça a pris du temps. La reconstruction n'est jamais finie. On n'oublie pas, je crois que même dans 10 ans, 20 ans après, je me souviendrai du moindre détail. On se remémore les bruits, on se remémore ce qu'on s'est dit avant d'intervenir. Le contexte général, il est présent comme si c'était hier, quoi. De son côté, le policier a repris le travail quelques mois après avoir été blessé. Une reprise qu'il attendait impatiemment. après une longue période de convalescence, à peu près 8 mois, j'ai pas eu d'appréhension pour reprendre le travail. Je savais que tous mes collègues étaient là et que j'étais soutenu. J'ai repris au même poste que j'étais quand je me suis fait tirer dessus. Donc, non, j'ai eu le soutien de la hiérarchie, de tous mes collègues. J'étais même content de reprendre. J'ai jamais eu peur de retourner sur la voie publique, justement. Suite à ma blessure, j'étais même un peu impatient. Je voulais reprendre, je voulais revoir mes collègues. À l'époque, on avait une super ambiance dans notre brigade, donc c'était hyper important de retrouver ces moments de cohésion. Mais en fait, les premiers jours de reprise de mon travail ont fait que c'était reparti comme avant, en fait. Même après avoir été blessé, moi, je suis rentré dans la police en 97 par vocation. Donc,
Je me serais pas vu faire autre chose que ce que je fais maintenant. J'adore mon métier. Ce dimanche 23 novembre 2025, une cérémonie hommage à Pascal Robinson s'est tenue place du 4 septembre, où une plaque est installée à son nom. Un recueillement de la police et de la douane, unis dans un drame qui a marqué l'ensemble des services à tout jamais.